Parlons maintenant d'épidémiologie. Alors, nous avons vu qu'en santé publique, il y avait des outils de réflexion et des outils d'action. Dans les outils de réflexion, pour analyser, pour comprendre ce qui se passe dans une population avant d'agir, il faut donc observer et comprendre. Et dans ces outils, on trouve la démographie. On a parlé de différents types d'indicateurs démographiques, mais il y a aussi l'épidémiologie. Il y a aussi des sciences sociales, la sociologie, l'anthropologie par exemple, l'économie de la santé, d'autres types de sciences sociales. Et dans les outils d'action, on parlait donc de l'organisation sanitaire et sociale et de l'éducation à la santé. Alors, l'épidémiologie va donc permettre de comprendre l'évolution des maladies dans une population. Voilà comment on peut définir l'épidémiologie: l'étude des maladies, leur fréquence, leur répartition dans le temps et dans l'espace, et les facteurs de santé dans une population. C'est un outil fondamental d'aide à la décision en santé publique. Sans l'épidémiologie, la santé publique est totalement aveugle. Elle ne sait pas du tout où elle va. L'exemple frappant effectivement de l'épidémie de Covid-19 montre très clairement que ce sont des données épidémiologiques menées aux quatre coins de la planète qui ont permis d'observer l'évolution de la maladie et donc permis d'anticiper, en tout cas de réduire les conséquences de cette épidémie dès lors qu'on en a compris les causes à travers des études épidémiologiques et surtout les causes et surtout le développement. C'est un outil très important de savoir et on pourrait dire aussi de pouvoir. Si vous établissez dans une étude épidémiologique que la proximité d'une exploitation agricole, d'une industrie nucléaire ou chimique par exemple, est responsable d'une augmentation de l'incidence des cancers à proximité, on peut comprendre que c'est un outil qui va donc permettre de demander par exemple la fermeture, en tout cas demander des contraintes plus fortes imposées à l'exploitant de cette installation ou de cette pratique agricole par exemple. C'est un outil de pouvoir extrêmement important à partir duquel se construit, on le disait, donc l'ensemble des actions menées en santé publique. Et bien sûr, l'épidémiologie, on le disait, va établir des facteurs de santé. On pourrait parler des facteurs de risque, on les a déjà évoqués, vous vous souvenez. C'est les caractéristiques d'un individu, caractéristiques choisies ou non choisies, qui peuvent être associées à la survenue d'une maladie. Donc, l'épidémiologie va permettre aussi d'améliorer la connaissance sur ces facteurs de risque. L'épidémiologie se décline par enquête. On parle aussi d'études. Études ou enquêtes épidémiologiques, c'est la même chose. Ces enquêtes, ces études se caractérisent selon leur durée, la population étudiée, la taille de l'effectif étudié notamment, et leurs objectifs, on va le voir. Dans ces études épidémiologiques, on a d'abord des études dites descriptives. Elles étudient la fréquence et la répartition des problèmes de santé dans la population, sans essayer d'en comprendre l'origine, on va en reparler. Si on veut essayer de comprendre l'origine d'une situation épidémiologique perturbée, alors ce sont des études analytiques qui, comme leur nom l'indique, vont essayer donc d'analyser les causes apparentes et les événements directement ou indirectement associés à un phénomène de santé. Et puis il y a un troisième type d'études, on va en reparler aussi, des études évaluatives qui vont avoir en objectif d'évaluer l'efficacité des mesures préventives, des méthodes diagnostiques ou des nouveaux traitements, pour des médicaments par exemple qu'on voudrait mettre sur le marché. Quand on essaie de classer les études épidémiologiques selon leur durée, il y a d'abord des études qui sont dites permanentes. Les choses sont claires, elles sont en permanence en cours de collecte. On collecte des données épidémiologiques, on regarde l'évolution de l'incidence de toute une série de maladies. Par exemple, en France, toute une série de maladies sont à déclaration obligatoire. Voici la liste, par exemple, ici de 2012, qui a peu changé par rapport à aujourd'hui. Ce sont des maladies qui sont donc chaque fois qu'elles apparaissent dans la population, elles sont collectées, le nombre de personnes est déterminé. On fait remonter ça au niveau notamment de Santé publique France, qui est en charge de collecter ces données, d'alerter si besoin bien sûr, et ensuite d'émettre des recommandations. Ça c'est le rôle notamment de Santé publique France. Et on se rend compte que la plupart de ces maladies qui sont ici des maladies à déclaration obligatoire sont des maladies transmissibles. On a aussi des situations un peu particulières en France autour des cancers. Le cancer n'est pas une maladie à déclaration obligatoire. Dans certains départements, en revanche, on a ce qu'on appelle des registres départementaux du cancer, donc des registres dans lesquels on va collecter l'ensemble des cancers apparus dans ces départements. Et c'est d'ailleurs au niveau de la collecte faite dans ces différents départements qu'on va analyser, on va essayer d'extrapoler le nombre de cancers qui apparaissent en France.
Alors on va recouper aussi différents fichiers pour avoir des chiffres un peu plus précis, pour conforter ces chiffres. Mais par exemple, les cancers ne sont pas des maladies à déclaration obligatoire, hormis certains de ces départements. On a des registres aussi qui sont dits spécialisés, où seulement certaines localisations de cancer sont compilées dans des bases de données. C'était un des objectifs du plan cancer, lancé en 2013, c'était d'établir une cartographie nationale de l'apparition des cancers. On devait généraliser ces registres départementaux du cancer à l'ensemble du territoire national. Malheureusement, rien n'a été fait dans ce domaine et on est toujours face à des collectes de données autour de l'apparition des cancers qui sont très largement insuffisantes. Pour les cancers pédiatriques, en revanche, c'est une déclaration obligatoire. Alors, ce sont ce qu'on appelle des enquêtes. Alors, il y a différents types d'enquêtes, hein, des enquêtes transversales et des enquêtes permanentes. Les enquêtes permanentes, bon, en voici une. Les enquêtes qui sont faites de façon transversale, c'est des enquêtes qui sont faites sur un instant donné. C'est des enquêtes qui coupent, en fait, entre guillemets, en quelque sorte, de façon transversale, les données. Donc, on a des données instantanées sur la situation épidémiologique au niveau de la population. Quand on étudie sur une période, on va plutôt faire des enquêtes longitudinales qui, lorsqu'elles durent, sont des enquêtes permanentes, mais des enquêtes longitudinales, se faisant sur une période donnée, vont plutôt mesurer l'apparition de nouveaux cas. Donc en gros, quand on mesure l'incidence, qui, je vous rappelle, est le nombre de nouveaux cas apparus sur une période donnée, on va donc calculer ça sur des enquêtes réalisées sur des périodes, c'est-à-dire sur des enquêtes longitudinales. À l'inverse, les enquêtes transversales sont des enquêtes qui vont permettre à un instant précis de connaître le nombre de patients touchés par une maladie. Ce sont donc des enquêtes de prévalence qui sont dites aussi transversales. Les enquêtes peuvent être aussi classées selon la population étudiée. Il est clair qu'il est plus facile des fois d'évaluer l'état de santé d'une population dans un échantillon que de façon exhaustive. Faire une enquête épidémiologique sur la population française est extrêmement complexe. 70 millions d'habitants, c'est des données considérables qu'il faut collecter. Donc la plupart du temps, dans des enquêtes épidémiologiques, on va procéder par échantillonnage. On va faire un sondage et on va, à travers ce sondage, essayer d'extrapoler la situation épidémiologique d'une partie de la population. Plus l'échantillonnage est important, plus le nombre de personnes concernées par l'enquête est important, plus bien sûr l'étude sera dite solide, plus les résultats seront fiables. Parce que bien sûr, quand on parle d'échantillons, on fait des sondages et comme tout sondage, il y a des incertitudes. Alors, on a des incertitudes plus ou moins élevées si l'effectif de la population concernée, si on prend un échantillonnage important de cette population, alors on peut considérer que les résultats sont plus solides que si on prend une population bien plus limitée de cet effectif. Et puis, les enquêtes peuvent se classer selon leurs objectifs. Elles peuvent être descriptives, analytiques, donc on le disait, ou évaluatives. On l'a vu tout à l'heure. Les enquêtes descriptives, je vous le disais tout à l'heure, c'est l'étude de la fréquence et de la répartition des problèmes de santé dans la population. J'insistais sur tout à l'heure le fait qu'on ne recherche pas les causes. On identifie un problème. Un exemple, l'incidence des cancers pédiatriques en France, par exemple, selon l'Institut national de veille sanitaire, qui depuis est devenu Santé publique France. En 2005, on était à 1 sur 500, c'est-à-dire qu'un enfant sur 500 en France, avant l'âge de 15 ans, donc un enfant sur 500 allait développer un cancer. En 2010, les chiffres étaient à 1 sur 440. On est passé aujourd'hui, dans les chiffres de 2015, à moins de 1 sur 400. 1 sur 380 plus précisément. Donc on voit par exemple ici une augmentation de l'incidence des cancers pédiatriques. On n'a pas de connaissances sur les causes à travers ces études, encore une fois, on ne fait que constater une situation. Ce qui doit bien évidemment conduire normalement les pouvoirs publics à faire des investigations pour comprendre ces évolutions qui ne doivent pas être acceptées. On a des enquêtes qui peuvent être dites aussi analytiques. Alors ces enquêtes analytiques, elles, étudient, on disait, les causes apparentes et les événements directement ou indirectement associés à un phénomène de santé. L'objectif ici, c'est de rechercher les causes de ces pathologies. Et pour ce type d'études, on va réaliser des études qui sont dites rétrospectives, donc qui vont faire appel à des événements et à des expositions qui sont déjà passées. On est dans le rétrospectif.
Et lorsqu'on veut regarder un petit peu l'évolution de la population en regard de connaissance par rapport aux expositions qu'on a actuellement, on va attendre de voir comment les populations évoluent en regard de leurs expositions. On est dans ce qu'on appelle des enquêtes prospectives.